Bon matin tout le monde, bienvenue au cinquième épisode du meeting des ventes du lundi. Je suis Simon Harvey et je suis consultant en stratégie et opération des ventes. Donc, ce matin, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, comme vous voyez, je suis habillé pour la tempête de neige. Il neige pas mal, donc je me suis dit qu'on allait commencer avec ça ce matin. Se mettre un petit peu de neige pour se mettre dans l'ambiance. Le ski, finalement, va commencer, dépendamment des régions. C'est peut-être déjà commencé. Je sais qu'ici à Québec, Stoneham a ouvert le week-end dernier, vendredi après-midi. Le relais va ouvrir sous peu. Donc, normalement, vendredi, en journée, le relais va être ouvert. Assez pour la neige. Donc, aujourd'hui, je vais vous réexpliquer un petit peu le principe du meeting des ventes. Donc, je réponds à des questions que j'ai eues soit au cours de la semaine, au cours de mes échanges, des choses que j'ai notées. Si vous avez des questions, vous pouvez venir en ligne sur le stream. Le lien est dans les commentaires. Vous pouvez cliquer dessus, vous joindre avec moi en arrière en backstage. Si vous voulez embarquer une fois backstage, faites-moi des signes avec les mains comme ça, je vous embarque. Si vous êtes gêné, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si vous êtes encore plus gêné, vous pouvez m'envoyer vos questions à l'avance, par contre, à info@nomisco.ca et je vais les ajouter. Et dans ce cas-là, ça sera 100% confidentiel. Je vais en profiter pour dire bonjour à Louise qui est backstage avec moi. Bonjour Linda, Sarah et George. On continue. Donc, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été fait les dernières semaines ou les dernières questions. La semaine dernière, j'ai eu Louise, je vais le mettre ici. Donc, Louise A. Mercier qui parlait, si vous vous souvenez, la semaine dernière, on parlait. J'ai David Quentin qui me dit « Je suis un peu gêné, je peux me joindre à vous. » Ceux qui ne connaissent pas David, vous devez savoir que David, c'est un peu. C'est loin d'être un gars gêné à la base. Donc, Louise A. Mercier nous disait dans la promesse de faire ou de remettre quelque chose, le under-promise est sous-utilisé. On veut tellement plaire et que souvent, on promet des délais trop courts. Exemple, je vais t'envoyer le document d'ici 60 minutes et on lui envoie 45 minutes plus tard. C'est super bon, ça, Louise. Je ne l'ai pas vu la semaine dernière, mais c'est exactement quelque chose qu'on ne veut pas qu'il arrive. On ne s'est pas laissé de buffer dans ce temps-là. On s'est pris à la gorge. Il arrive un pépin, il arrive un petit quelque chose, puis tu peux pas te remettre. Donc, tu vois, tu aurais été mieux de lui dire, je t'envoie ça dans 2h30, puis tu y envoies, une heure, 2h15 plus tard, c'est beaucoup moins pire que si tu lui envoies en fait, 1h45 plus tard, c'est beaucoup moins pire que si tu y envoies, je me suis perdu dans mes pensées, excusez-moi. Vous êtes mieux de under-promise puis over-deliver. Laissez-vous du buffer, puis on pourra peut-être revenir là-dessus dans un autre show, mais de vous bâtir aussi dans votre horaire une période buffer. Donc, d'avoir 80% de votre temps qui est utilisé pour de la production, des rencontres et des choses clients, d'avoir un 20% qui peut être utilisé pour tout ce qui est imprévu, et ainsi de suite. Et faites-vous-en pas, s'il n'y a pas d'imprévu qui se produit cette journée-là, je suis certain que en tant qu'entrepreneur, vous allez avoir bien du stock à couvrir. Donc, bonjour David, bonjour Diane Landry, Loïc et le seul et unique Dave Cameron est avec nous aussi ce matin. Donc, Louise parlait encore là de la promesse de faire ou de remettre quelque chose. Là, non, je ne comprends pas, j'ai un petit problème. On arrive à Jean-Philippe Poulain. Jean-Philippe a fait un post il y a peut-être 2 semaines à ce propos-là. Il parlait qu'il a téléphoné à son client idéal, a voulu passer on va appeler ça le chien de garde, qui est l'adjointe, et il n'a pas été capable. Puis il dit, bon, il faudrait qu'il se rapproche d'un gars comme Dave Cameron ou moi. Mon commentaire envers Jean-Philippe a été, ben, qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce que on s'entend, c'est pas grave de se casser un peu casser la gueule, qu'un appel ne marche pas. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Parce que, bon, ce qu'on voit dans ce que Jean-Philippe décrit là, c'est un manque de préparation. Il ne savait pas exactement où est-ce qu'il s'en allait avec son call. Il ne savait pas c'était quoi son objectif et comment il allait l'atteindre. Ensuite de ça, Dave a terminé en disant ce scénario représente un bel exemple d'appel à la prospection qui arrive trop souvent.
Maintenant, comment percer le filtre de l'adjointe à suivre? Écoute, on pourra en parler. J'ai dans mon réseau très, très proche une adjointe exécutive. J'y ai demandé des trucs et elle n'a pas voulu partager avec moi. C'était quoi ces trucs pour empêcher ou en fait comment on pourrait la contourner. Peut-être qu'elle avait peur que je le partage avec vous, mais bon, je vais essayer de trouver une autre façon d'avoir mes réponses. Et finalement, on a Kevin Bélanger, qui dit l'approche LinkedIn en premier avec les présidents ou directeurs. Dès que j'ai l'approbation du client, je l'appelle et je fais mon speech. S'il aime mon offre, il me transfère au responsable. C'est super intéressant, ça, Kevin, comme approche. Donc, Kevin va à la tête, va le plus haut qu'il peut. Parce que, ultimement, il fait un pitch de vente au président ou au directeur ou à la personne qui a le pouvoir décisionnel. Et cette personne-là, même si c'est pas elle qui prend la décision ou qui il va avoir le OK de quelqu'un plus bas dans la hiérarchie, ben, il transfère, mais il y a déjà l'approbation de cette personne-là. Donc, beaucoup, beaucoup plus facile d'aller par le bas. Par contre, j'écoutais la semaine dernière un podcast du côté anglophone qui disait, à un moment donné aussi, il ne faut pas aller trop haut. Donc, je ne sais pas, moi, si tu es en train de vendre quelque chose qui c'est sûr que si on vend à de la PME, c'est une chose, mais si vous vendez à de la très grande entreprise et que c'est au niveau du directeur que ça se vend, allez pas nécessairement au niveau du CEO. C'est pas toujours ces gens-là qui vont s'occuper de ça. Et j'ai une dernière slide qui fait suite à mon post de la semaine dernière sur le Volvo 240. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour me dire que ce véhicule-là était effectivement indestructible. Il a fait plus de 600 000 km avec ce véhicule-là. Mais Jessica ici nous dit, je peux te dire qu'après 3 jours dans le désert, parce que je donnais l'exemple à la fin d'un verre d'eau à 50$, si c'est cher, mais si tu sors du désert à 50$, puis ça fait 3 jours que tu n'as pas bu, tu vas le prendre. Puis elle finit en disant, d'après moi, je n'aurais même plus de salive pour cracher dessus si je voulais. Donc, j'ai David qui m'a fait signe en backstage, qui va embarquer. Donc, David, je t'amène avec nous. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est lundi matin, je suis un peu poqué, mais ça va aller. Ben non. Faut que tu écoute, il y a de la neige, t'es avec nous autres, ça va super bien, là. Ah oui, tout à fait, mais je suis très en forme, là, mais c'est juste, tu sais, le visage n'a comme pas pris ça. Il n'a pas remonté à sa position de travail. Les ventes, c'est drôle, moi j'entendais ça. Oui, il ne faut pas monter trop haut parce que tu vas te refaire redescendre. Puis c'est souvent ça qui arrive. Les gens, ils visent. En vente, il faut viser la bonne personne. Je pense que c'est la conclusion qu'on pourrait dire, vise la bonne personne. Des fois, c'est un décideur. Des fois, ça ne l'est pas aussi. Ça, c'est intéressant, surtout quand ça concerne les ressources humaines. Je pense à Georges qui est dans le live en ce moment, là, qui nous écoute. Georges travaille beaucoup avec des organisations pour le leadership de leurs dirigeants ou leurs leaders. Alors, l'organisation, elle a un groupe de leaders en haut, puis ce n'est pas eux autres qui se gèrent. C'est souvent une personne à l'interne, une gestionnaire de ressources humaines, la direction des ressources humaines qui va gérer leur développement à ces gars-là, ces filles-là qui sont dans l'élite en haut, la direction supérieure. Donc, c'est pas eux autres tant que ça qui décident. Ils ont un pouvoir décisionnel, mais c'est tellement les RH qui gèrent ça qu'il faut que tu t'en fasses des chums et des copains. Il faut qu'à un moment donné, ils te perçoivent comme un ami, un allié. Un allié. Comme ça, ils t'appellent et ils disent « Hey, j'aurais besoin d'aide pour le leadership de mes leaders. Comment je peux faire pour que ça soit toi qui viennes travailler chez moi? » C'est un super bon point de David. De te positionner puis de se positionner comme un partenaire de nos clients, de ne pas être juste... dans mes 4 valeurs de vente, je parle d'apporter de la valeur en continu puis de rendre les gens remarquables. Ben, c'est dans cette zone-là que tu travailles pour qu'ils te voient comme un partenaire puis quand ils ont quelque chose, ben, ils pensent à David, ils pensent à Georges, ils pensent à Louise, Geneviève, Kevin, peu importe, mais t'es top of mind tout le temps. Fait que, good! Excellent. Ben, merci David. On se reparle tout à l'heure. Je vais faire un petit tour. Donc, Eric, bonjour Eric, Geneviève, Chantal, Kevin, Sarah, qui ont un petit échange en anglais. Si vous ne connaissez pas, Sarah Murray Keller est une prof d'anglais de la région Québec, très sympathique. Donc, dans les sujets que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, je veux vous parler de KPI. C'est quelque chose qui revient souvent dans mes choses. KPI de vente, bien évidemment, mais c'est quelque chose dont on parle souvent. Un KPI, c'est un Key Performance Indicator, un indicateur de performance clé, donc quelque chose qui va vous amener
à atteindre votre but. J'ai lu dans les dernières semaines Start with Why de Simon Sinek. Là, vous allez dire comment ça se fait que tu n'as pas lu ça avant. C'est une très bonne question. Mais bon, je ne l'avais pas fait. C'est chose faite maintenant. Dans ce qu'il parle, il dit de démarrer avec ton why. Donc, pourquoi tu fais quelque chose? Tu sais, de vraiment aller à la base, puis il donne souvent l'exemple d'Apple, puis Apple revient souvent dans la littérature, mais Apple, à la base, son pourquoi, c'est de briser comment il dit ça? Voyons. Pas les prérequis, mais les barèmes ou créer un peu du chaos, donc d'être un peu marginal, ben c'est leur why. Tout ce qu'ils font, c'est pour briser le... Voyons, le mot ne me vient pas du tout ce matin, je m'excuse. Donc, mais c'est de partir avec ça, puis de bâtir. Et là, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, ben, OK, les KPI, un des problèmes qu'on a parfois, c'est que les KPI ne sont pas bien alignés et se ramassent en compétition un l'autre. Ce qui peut être encore pire, c'est quand la compétition n'est pas à l'interne, donc au sein du département des ventes, mais que la compétition de ton KPI est envers un autre. Donc, par exemple, ton KPI va à l'encontre de ce que les opérations essaient de faire ou ce que les finances essaient de faire. Donc, par exemple, ça pourrait être que, tu sais, toi, tu veux aller chercher, il faut que tu ailles chercher du volume, de la ligne de commande ou un nombre de deals. Et tes finances, eux autres, leur KPI, ben, c'est de maximiser la marge, donc le gross margin. Ben, ça se peut qu'il y ait des conflits à certains endroits parce que le gars en vente va dire, écoute, moi, je vais baisser mon prix, je vais y aller vraiment rock bottom pour être capable d'avoir ma vente, tandis que les finances vont dire, ben non, il ne faut pas que tu baisses parce que tu joues avec ma marge. Donc, c'est s'assurer que nos KPI sont bien alignés au sein d'une organisation. Mais quand on recule, je voulais aussi vous amener à penser que votre KPI devrait être, un de vos KPI devrait être aligné avec votre why. Donc, qu'est-ce qui fait que vous êtes en business? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, votre entreprise existe? Qu'est-ce qui a motivé? Donc, vous devriez avoir un KPI qui est aligné là-dessus. Je vais prendre un instant, voir. On va revenir, mais Dave Cameron qui revient un petit peu en arrière à ce qu'on disait. Exact, David, il y a des leaders formels et surtout informels qui ont de l'influence dans le processus de décision. Effectivement, faut en prendre compte. Tout ce qui est le back channel, tout ce qui est les communications, les gens que vous pouvez connaître à l'interne qui peuvent vous donner un cue, qui peuvent vous aider à progresser. C'est important de cultiver ces canaux de communication-là aussi. Je reviens au KPI. Donc, ce qui est important quand vous fixez un KPI, c'est de bien comprendre, avant de le fixer, qu'est-ce que vous voulez atteindre. Parce que des KPI, il peut y en avoir de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les. On peut être dans le qualitatif, dans le quantitatif. Tout est possible, tout existe. Mais le niveau de plaisir, écoute, le niveau de plaisir, ton KPI numéro 1, David, effectivement, c'est super intéressant. Peut-être un petit peu dur à mesurer, parce que la notion de KPI demeure qu'il faut qu'elle soit mesurable, mais c'est effectivement quelque chose qui est intéressant. Puis il faut en avoir. Si vous n'avez pas de fun à travailler, ça peut être compliqué. Je reviens, l'objectif, il faut que ça soit clair. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Où vous voulez vous rendre? Qu'est-ce que vous voulez mesurer? Et une question que je me fais souvent demander, c'est Simon, quel KPI je devrais avoir en partant? Je dirais que c'est un peu difficile parce que la question vient, mais en fait, il faut que je repose la question. Tu vas atteindre quoi? C'est quoi que tu veux mesurer? C'est quoi que tu veux atteindre? À partir de là, on va designer et on va prendre des KPI. Peut-être qu'il en existe un déjà, un genre de copier-coller qu'on va prendre, qui existe déjà dans le marché, qu'on peut mettre dans ton entreprise, mais peut-être qu'il n'y en a pas non plus et qu'on va devoir être plus créatif. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque objectif, chaque entreprise est unique et que les KPI devraient être alignés là-dessus. Donc, encore là, il n'y a pas de copier-coller. Ce n'est pas parce que la compagnie de votre beau-frère utilise tel KPI que c'est nécessairement la chose que vous devriez utiliser dans votre entreprise. Et comme je l'ai dit plus tôt, il faut s'assurer aussi que les KPI n'entrent pas en compétition ou en conflit avec d'autres départements. Il faut s'assurer que toutes les KPI sont alignés vers le but ultime de l'entreprise. Et ça, ben, c'est au niveau d'une planif stratégique. Peut-être que vous allez le définir. Peut-être que c'est au niveau... en fait, ça serait pas mal dans une planif stratégique. Où vous voulez vous rendre? Qu'est-ce que vous voulez faire comme objectif? Et ensuite de là, chacun des KPI de chacun des départements devrait être aligné pour ça.
mais prenez vraiment le temps, puis je l'ai vu trop souvent des entreprises que les opérations ont un KPI ou visent quelque chose qui va un peu à l'encontre des ventes, puis là, ben, vente, opération, ça fait des flamèches, ça cause du problème, puis ultimement, ben, c'est l'organisation qui est pénalisée dans tout ça. Je vous ai déjà aussi parlé au niveau des KPI de 2 types de KPI. Puis là, on rentre un peu plus dans le technique, mais les leads et les lags. Lead étant, en fait, le lag, c'est ton but. Un coup que tu es rendu, est-ce que je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint? Mon objectif de vente annuel, par exemple, pourrait en être un. Tandis que mon lead, ben, c'est ce qui va nous permettre de dire, si je fais ces actions-là de façon régulière, je vais me rendre à mon objectif. Un objectif ou un exemple que j'aime bien donner, c'est si je décide que je vais à Vancouver en auto, donc c'est un objectif SMART, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste et c'est temporel parce que je veux le faire en 10 jours. Grosso modo, si on rebrise ça, j'habite Québec, Vancouver est à 5000 km, donc 10 jours, j'ai 500 km à faire par jour. On s'entend là-dessus, c'est assez facile à faire. À partir de là, je sais que si chaque jour je fais mon 500 km, ben dans 10 jours, je vais être rendu à Vancouver. Ça me permet aussi que s'il m'arrive une bad luck à Sault Ste. Marie, puis je fais un flat et les garages sont fermés, whatever, ça me prend du temps à repartir et que j'ai fait juste 250 km, ben le 250 km manquant, je peux le remettre la journée d'après. Donc, avoir 750 km à faire ou leur distribuer dans le temps puis avoir un petit peu, mettons, avoir 535, là, j'ai pas fait le calcul, mais avoir, mettons, 535 km à faire pour le restant des jours. En faisant ça, ben, ça vous permet, donc ça c'est un lead, ça nous permet de savoir que si je fais mon 500 km par jour ou mon 535, peu importe, je vais atteindre mon objectif, puis que dans 10 jours, je vais être rendu à Vancouver. À l'inverse, si j'ai pas ça, je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je fasse 700 km, 1000 km, 200 km? Ce qui risque d'arriver, c'est qu'au bout de 10 jours, peut-être que je ne serai pas rendu à Vancouver. Peut-être que je vais être juste Calgary, Winnipeg, Saskatoon. Ça pourrait être le fun d'être à Saskatoon. Ce temps-ci de l'année, c'est chaud, Saskatoon. Un autre point que j'amène, les KPI, ce qui est intéressant aussi là-dessus, et j'ai parlé de ça dans un post dernièrement, c'est tu vas où tu regardes et tu regardes où tu vas. J'ai pris ça, moi, en fait, ça m'a été la première fois, c'est pas la première fois, mais la dernière fois que j'ai entendu ça, que ça m'a rentré dans la tête, c'est dans un cours de moto. Et en moto, c'est exactement ce que tu fais. Tu regardes où tu vas et tu vas où tu regardes. Donc, si je ne regarde pas dans la bonne direction, ce qui va arriver, c'est que je vais me planter. Ben, c'est la même chose. Votre KPI doit être aligné vers votre but. Si vous avez un KPI qui est mal aligné, qui vous dirige vers le mur, ben, je vous le dis, vous allez rentrer dans le mur, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous regardez vos KPI, mais vos KPI doivent être bien alignés. Puis, dans le fond, moi, j'ai réutilisé ça dernièrement. Mon fils a 16 ans. On est allé dans une cour de centre d'achat. On s'est pratiqué un petit peu à conduire. Et j'avais mis des cônes dans le parking. Puis, je lui faisais faire un genre de slalom. Et les premières fois, il ramassait les cônes 1 sur 2. Jusqu'à temps, puis on faisait des 90 comme ça. Jusqu'à temps que je lui dise, ben Vincent, il faut que tu regardes où tu vas, puis tu vas où tu regardes. Et là, on s'est mis à faire des beaux S comme s'il était en ski. Un champion. Oui, exactement comme en moto. Donc, j'imagine que Kevin, ça va faire une autre chose qu'on va avoir à jaser dans notre prochain café. On jasera de moto un petit peu. Malgré que j'en ai pas fait énormément cette année, pour différentes raisons. Le manque de temps étant principalement ça. Ensuite, les KPI, bon, on les mesure, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des rapports. OK? Puis, j'imagine que dans vos entreprises, vous avez toute une série de rapports qui sortent. Mais encore là, le rapport que tu as, qu'est-ce que tu veux savoir dans ça? Qu'est-ce que tu veux mesurer? Qu'est-ce que ça va t'amener à prendre comme décision? Est-ce que c'est un rapport juste pour lire le lundi matin en prenant ton café? Si c'est le cas, écoute, j'ai une meilleure solution. Tu viens t'asseoir avec nous autres, tu écoutes parler de vente, ça va être pas mal plus intéressant. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu veux réellement mesurer? Est-ce que c'est quelque chose qui a vraiment de l'impact ou c'est juste un rapport créé parce que tu en as eu besoin une fois, tu as décidé de le rentrer dans le système, de l'automatiser puis de nous l'envoyer? Puis si c'est le cas, ben réfléchis un petit peu. Il faut l'entretenir, ce rapport-là, donc ça prend des ressources. Ça semble niaiseux, mais même si ça vient sur un serveur, si tu ne l'utilises pas, ben c'est une dépense de ressources. C'est un petit peu d'énergie, c'est un petit peu de cash que tu passes là, mais ça demeure que tu dépenses des ressources là-dessus. Donc,
je veux vous amener à réfléchir quand vous demandez un rapport, est-ce que c'est aligné aussi avec vos KPI? Est-ce que vous allez vraiment voir, est-ce que ça va réellement vous aider à prendre une décision ou c'est juste pour le savoir? Puis là, je viens de dire, regardez-vous vraiment le rapport. Moi, je vais vous conter quelque chose que j'ai fait il y a déjà plusieurs années. J'étais peut-être un peu plus jeune et, je vais dire, baveux. J'étais dans une entreprise et on me demandait d'envoyer un rapport hebdomadaire, ce qui est tout à fait normal. Donc, j'écrivais ça. Mais là, j'étais rendu que je l'envoyais à mon boss, à toute l'équipe, au boss de Montréal, toute l'équipe de Montréal, le VP régional. Écoute, il y avait 18, 19, 20 personnes, c'est pas plus, qui recevaient mon rapport. Et régulièrement, je me rendais compte qu'en parlant avec quelqu'un, je disais, ben écoute, j'ai mis ça dans mon rapport. Ah non, j'ai pas eu le temps de le lire. J'ai fait 2 tests parce que, comme vous savez, même à cette époque-là, avant de comprendre l'agilité, avant d'être dans ce mood-set-là, je faisais déjà beaucoup de tests. Je me suis mis à enlever des gens un par un. Ah, pas de réponse, ils s'en rendent même pas compte. J'ai même déjà fait, et là, je l'ai essayé, en tout cas, là, ça semble plus marcher, mais dans ces années-là, on parle de 2007-2008, j'avais pris une photo. Je l'avais renommé comme je nomme mes weekly, puis je l'avais finalisé avec un point XLS. Donc, si tu ouvres, à ce moment-là, quand tu ouvrais une photo en Excel, ça faisait un paquet de. C'était complètement incompréhensible, des hiéroglyphes complètement incompréhensibles. Fait que je l'ai envoyé comme ça, puis je me suis dit, s'il y en a un qui me revient, ben, je jouerai un peu le niaiseux. Je dirais, ah, excuse-moi, il y a eu un problème, corruption de fichier, je te le renvoie. Fait que je l'ai envoyé comme ça. J'ai eu 3 personnes qui me sont revenues. 3 personnes sur les 18, 20, 21. Donc, je me suis rendu compte que. Puis j'avais eu la discussion avec mon boss, qui était tout à fait d'accord avec moi, mais qui ne voulait pas qu'on amène cette bataille-là plus haut. Fait que ça a fait que c'est resté là, mais c'est quand même décevant de voir que les rapports ne sont pas aussi. Donc, puis si vous avez des vendeurs, si vous avez des gens en vente ou en développement des affaires dans votre organisation, puis vous leur demandez des rapports, s'il vous plaît, prenez le temps de les lire, de les analyser, donnez du feedback, parce que vous allez le démoraliser complètement. Je vous dirais, là, moi, j'avais plus le goût d'écrire mes rapports parce que tu dis, ben, pas quel monde qui le reçoit, puis il n'y a pas grand monde qui le lise, donc est-ce qu'il y a réellement de la valeur à faire ça? Je vais aller chercher David qui dit c'est comme une case dans le dossier client qui ne sert à rien. Effectivement, si dans ton CRM, tu as un paquet d'affaires que tu ne te sers pas, ben enlève-les. Mets ça le plus simple possible, le plus clean possible. Faciliter ton user experience. Le ski et la moto, on reconnaît vite les passions de Simon. Effectivement, moi, je fais de la moto en été, du ski en hiver. J'ai peut-être quelque chose pour les vitesses, on ne sait pas. Donc, David qui dit si c'est inutile, pourquoi le mesurer, pourquoi en tenir compte, effectivement. Mais tu sais, il y a beaucoup, beaucoup d'organisations, puis il y a des gens qui se trouvent une importance ou justifient leur emploi en créant des rapports, en les maintenant, en les envoyant, en créant des choses complètement farfelues ou ainsi de suite. J'ai David qui me dit aussi pendant 5 semaines, j'ai fait du copier-coller et aucune nouvelle. Donc, puis là, j'ai David en arrière qui me fait signe. On le ramène un instant. Yes, sir. Hey, c'est juste pour dire les rapports, le fameux rapport. Moi, 5 semaines, j'ai fait copier-coller, je l'ai envoyé, j'ai arrêté de l'envoyer après. Tu sais, j'ai fait comme toi, je fais un test. Moi aussi, j'étais sûr que personne ne lisait. C'était clair comme de l'eau de roche. Mais dans les notes aussi, tu sais, on parlait du dossier client. Ça me fait penser à Best Buy. Tu sais, Best Buy qui a une fiche client sur nous. Avez-vous déjà remarqué qu'ils vous demandent presque rien, en fait? Parce qu'en réalité, il n'y a presque rien qui les intéresse. Alors, c'est super important pour une compagnie comme Best Buy qui est dans le transactionnel pur. Eux autres, c'est la pub, tu sais, ils ne ciblent pas mes besoins. Ils me disent juste, j'ai plein d'affaires pour toi. Si tu as quelque chose, viens chez nous. Fait qu'il n'y a pas besoin d'une information précise. Et là, on tombe dans le piège inverse quand on est travailleur autonome. On se dit, moi, je n'offre pas ce service-là. Hein, la fameuse transactionnelle versus relationnelle, là, la différence entre les deux. On se dit, moi, j'offre du relationnel, pas du transactionnel. Je veux donc plus. Et là, c'est là que le piège arrive. Je veux plus. Alors, c'est quoi plus? C'est-tu l'âge à Thérèse? Honnêtement, moi, l'âge, là, je ne peux pas tenir compte de ça. J'envoie pas de carte à l'anniversaire de mes clients. Je trouve que c'est une considération complètement inutile, ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça. Et dans ce temps-là, ils engagent un vendeur qui fait ça, puis ils sont contents. T'sais. Mais moi, je ne fais pas ça. Donc, la date de naissance de mon client, elle n'est pas dans mon CRM. Pourtant, quand mon CRM m'a été fourni d'emblée par Zoho, ils m'ont dit « Hey, mets la date de naissance de ton client dedans. »
Moi, dire, mais non. Fait que là, je l'ai gardé, la maudite case. Puis je suis 7 mois plus tard. Puis elle est vide. Alors, c'est une case de trop. Elle prend de l'espace de trop. Je me questionne sur la valeur de cette place-là. Enlève ça de là, Seigneur. Fait qu'il y a des questions que tu te poses des fois que finalement, tu n'utilises jamais. Certaines informations que tu collectes et tu ne sers pas. Alors, tu sais, les fameux KPI, j'aime ça, tes KPI. Moi, j'en ai peu, mais un de mes KPI, c'est l'utilité de quelque chose. Quand ça fait trop longtemps que ça ne sert pas, oublie ça. Ah, ben ça tu sais, puis écoute, c'est intéressant ce que tu dis là, David. On rentre dans une période, là, un peu tout le monde, là, si vous êtes au courant, le 25 décembre, c'est Noël. Fait qu'un peu avant, là, ça va commencer à slacker. Puis entre les deux fêtes, ça va être tranquille aussi. Ouais. C'est un beau moment, ça, pour prendre du temps pour analyser tes outils. Ménage. Revoir tes KPI, faire du ménage. Ça fait 1 an que tu t'en es pas servi. Ouais. Flush. Même chose, tu sais. Écoute, c'est facile aujourd'hui, le stockage de données coûte pratiquement rien, l'espace de stockage. De garder des données, tu sais, qui datent de 2001, 2002, mais écoute, tu t'en serviras plus, là. Tu flushes ça, puis... Flush ça. Cool. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Écoute, merci, David. Puis juste finir, pendant que j'ai Dave Cameron qui a mis Maurice Lefebvre de Go Pirate a aussi une histoire de rapport que personne n'a lisé. Il l'a testé en ajoutant un extrait de sa sauce au spaghetti. Personne n'a rien vu. Effectivement, c'est quand même ça. Moi, j'avais un collègue, Pierre, qui me mettait un défi à toutes les semaines de mettre un mot par rapport. Je pourrais vous en parler, là, mais je vendais de la pièce automobile et j'ai mis des choses comme hippopotame ou ptérodactyle dans le rapport. Écoute, à un moment donné, c'était pour prouver un point, on était rendu un peu trop loin. Je ne le recommande pas à personne. Donc, ça m'amène à un autre point que je voulais vous parler, qui est la présentation des données. Parce que, bon, vous avez des KPI, vous allez vous monter des tableaux, vous allez vous monter quelque chose. Je vais revenir aussi. KPI, leader need to focus on KPI, keep people inspired. C'est super important, ça aussi, de garder ça en place. Mais, comme je vous disais, au niveau des données, la présentation de données, si vous avez déjà travaillé un petit peu avec moi au niveau de ça, vous savez que j'ai en anglais, on appelle ça un pet peeve, donc un truc qui m'agace au plus haut point. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, c'est dans How I Met Your Mother. J'ai trouvé ça sympathique. Il a fait un pie chart ou des points de tarte de ses bars favoris et il a fait un graphique à barres de ses tartes préférées. Je me suis dit que ça serait une belle amenée ce matin pour vous parler de ça parce que je vous dirais que moi, en fait, si vous avez remarqué, les graphiques sont... Juste ça, si on fait une analyse rapide, les graphiques sont 3D, on oublie ça. Je vais revenir à ce que David disait plus tôt. Est-ce que ça amène quelque chose de 3D? Oui, ça amène une chose, la confusion. C'est difficile à lire. Ce qu'on veut quand on présente un graphique, quand on présente des données, c'est que ça soit simple. En fait, vous voulez ça dans tout. Tout ce que vous faites comme relation ou dans tous vos processus, vous voulez simplifier au maximum. Présentation de vos données, c'est la même chose. Donc, tout ce qui est 3D, on oublie ça, on enlève ça, ça ne sert à rien. C'est difficile à lire. L'autre chose, les pie charts. Vous avez tous déjà vu aussi des pie charts où est-ce qu'il y a 100 choses à voir là-dessus. C'est quasi illisible. Je vous dirais, quand il y a plus que 2 choses à comparer sur un pie chart, ce n'est pas le bon outil. Utilisez d'autres choses. 2, peut-être 3, mais c'est difficile à faire parce que vos yeux se promènent d'un côté à l'autre. Puis là, ben, ça vient assez confus. Je retourne ici. Okay. J'ai quelqu'un, un LinkedIn user, avec la loi des données personnelles, juger la pertinence des dates de fête est une information qu'une entreprise se doit se demander si elle veut garder cette information-là ou non. Effectivement, je suis loin d'être un spécialiste, mais je sais qu'il y a une nouvelle loi au niveau de tout ce qui est gestion de données qui rentre en vigueur prochainement. Ça peut avoir des impacts. Je vous invite à communiquer soit avec un comptable ou un avocat pour... c'est Thierry Lachapelle qu'on me dit en backstage. Merci, David, de me tenir au courant. Donc, pour rendre les données claires aussi, un peu comme vos KPI, il faut enlever tout ce qui est superflu, qui est sans valeur. Des fois, là, vous avez bien de l'information que vous pourriez, mais est-ce que c'est important de savoir que vous avez vendu, je ne sais pas, moi je regarde dans mon bureau, là, un crayon plomb, ça ne fait pas partie vraiment de votre offre, vous en avez vendu un dans l'année, éliminez-le des données. Vous pouvez combiner aussi quand il n'y a pas assez de données, que c'est pas assez, ça ne mène à rien.
faites un genre de pool, donc une section autre, une section accessoire, une section où est-ce que vous allez pouvoir mettre les petites quantités ensemble, surtout si ces quantités-là ne font pas ça. J'ai Jeff Maheu qui me dit le 64, je ne sais pas, j'ai dit 64 ou 65. C'est celle-là dont je voulais parler. Merci, Jeff, de la clarification. Donc, on enlève tout ce qu'il y a, puis on met ça de façon simple. Moi, comme vous savez, je viens du monde de la pièce auto. J'ai vendu des batteries une bonne partie de ma carrière. Je disais souvent, il n'y a rien qui ressemble plus à une batterie qu'une autre batterie. C'est une boîte noire carrée avec des pôles sur le dessus, puis il se passe quelque chose à l'intérieur. Et là, ben, comment tu justifies ta différence de prix entre ce que moi je vends et ce que mon compétiteur vend? Une des normes sur les batteries, on appelle ça du CCA, donc Cold Cranking Amps, c'est la force de votre batterie. Ben, on avait pris l'habitude de diviser ça. Donc, diviser le prix par le nombre de CCA, donner un prix par CCA. Un peu comme vous voyez à l'épicerie sur les prix là, qui vous disent le prix par 100 ml qui vous permet de comparer rapidement. Faites un peu la même chose. Simplifiez ça. Simplifiez vos données pour que vos clients voient rapidement qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez leur transmettre. Il y a aussi, je l'ai dit tantôt, mais ce n'est pas tout ce que vous avez dans vos données qui est important. Quand ça ne l'est pas, on le tasse, puis on garde vraiment ce qui nous amène ailleurs, ce qui peut nous aider à prendre des bonnes décisions. Au niveau des données aussi, il faut s'assurer d'avoir des données macro et des données micro. Donc, ce n'est pas juste de regarder le long terme, de regarder sur 2 ans qu'est-ce qui s'est passé. Il faut regarder aussi qu'est-ce qui s'est passé dans la semaine. Mais il faut aussi faut avoir une vue des deux pour être capable de prendre les bonnes décisions, voir s'il y a des trends, voir si est-ce que c'est juste un flou ou c'est quelque chose qui est en décroissance depuis un certain moment. Donc, d'avoir, mettons, une vue. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup fixer des objectifs à la semaine. Pourquoi j'aime fixer des objectifs de vente à la semaine? Ben, plutôt qu'au mois ou au trimestre. Des trimestres, il y en a 4 dans une année. Fait que tu en manques un, tu as 25% de ton année qui est scrap. Au niveau des mois, tu en as 12. Si tu en manques un, ben, tu as quoi? Il te reste 86-87% de ton année pour te reprendre. C'est pas si pire. Mais des semaines, tu en manques une, il t'en reste 52. Donc, tu as une mauvaise semaine, au même titre que je vous parlais tantôt de mon KPI d'aller à Vancouver, ben, vous pouvez rouler avec ça. Tu as une moins bonne semaine, tu repousses tes choses la semaine d'après et tu rebâtis ta confiance. Puis ça te permet de célébrer des petites victoires plus souvent. Puis parce qu'il y a ça aussi, c'est important quand vous atteignez un KPI, quand vous atteignez un objectif, de le célébrer. Pas obligé de faire un gros party, mais d'avoir un petit quelque chose, un good job, faire venir des beignes, du café, peu importe, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Donc, il faut aussi, quand vous présentez vos chiffres, mettez-les en contexte. Surtout si vous présentez des choses à un client, si vous faites un quarterly business review avec vos clients, de mettre les choses en contexte pour qu'ils comprennent ce que vous êtes en train de lui dire. Il faudrait techniquement que votre rapport, si vous n'êtes pas là, il est capable de comprendre exactement ce dont il est question. Le dernier point que je vais aborder avec vous ce matin, parce que là, on est dans les données, c'est le fameux point versus pourcentage. Puis là, je vais vous poser une question, puis vous pouvez me répondre dans le chat, dans les commentaires. Si on fait une augmentation des taxes, OK, on part de 3% de taxes et on monte à 5% de taxes. C'est quoi l'augmentation qu'on vient d'avoir? Est-ce que c'est 2%? Je vais prendre quelques instants, là, je vais vous laisser répondre dans le chat, mais est-ce que c'est 2% d'augmentation qu'on vient d'avoir? Pendant que vous répondez, j'aimerais savoir tous les termes en français. C'est pas un reproche, mais un intérêt. Effectivement, je travaille là-dessus à monter un lexique francophone des termes de vente. J'ai un petit peu de difficulté. En fait, les entreprises pour qui j'ai travaillé depuis des années étaient des entreprises anglophones. Et j'ai quelque chose pour les anglophones, ceux qui m'ont déjà rencontré. J'ai été marié à une anglophone, on s'est divorcé et je me suis remis en couple avec une anglophone. Donc, puis ma vie se passe beaucoup en anglais, donc c'est pour ça que des fois, vous avez les termes en anglais. Je n'ai pas vraiment de réponses qui apparaissent, donc je vais vous confirmer que de 3 à 5 ce n'est pas 2 d'augmentation, c'est 67 d'augmentation. C'est une augmentation de 2 points, mais c'est 67 d'augmentation. J'ai quelque chose qui vient d'apparaître. C'est la différence entre les KRI et les KPI. Key Results Indicator, c'est vers le passé. Key Performance Indicator, c'est maintenant pour ajuster en continu. Effectivement, c'est un bon point.
Et j'ai Linda qui dit « Ça vaut la peine la méthode Toyota de... Je suis une drillée Toyota, j'ai travaillé là quelques années. Effectivement, leur façon de faire est assez intéressante. » Mais c'est ça, je voulais juste vous amener, puis on n'ira pas trop loin là-dessus, là, parce que bon, ça peut faire je vais dire quasiment des débats philosophiques, mais de 3 à 5 c'est pas 2 d'augmentation, c'est 67 d'augmentation, parce qu'il faut prendre à la base que le 3 c'est votre 100 Si vous le passez à 5, ben c'est 67 de votre 3 qui est augmenté. Mais c'est aussi important quand vous présentez vos données, assurez-vous que vous faites les différences entre si vous avez une augmentation, vous aviez 3 des parts de marché, vous êtes rendu à 5 ce n'est pas 2 d'augmentation que vous avez eu, c'est 67 d'augmentation. Vous avez augmenté votre part de marché de 2 points, mais 67 d'augmentation dans vos chiffres. Donc, c'est ça. Jeff, si on le prend, là, ton 3 ton augmentation, c'est à partir de ton 3 Pour te rendre à 5 tu prends 67 de ton 3 pour l'amener à ton 5. Écoute, je sais que c'est un peu... là, je suis rendu dans les dernières minutes du live. Là. Je pourrais y revenir s'il y a réellement de l'intérêt. En fait, ce matin, je faisais un test pour voir qu'est-ce qui vous branchait, qu'est-ce qui vous allumait un peu. Donc, c'est un petit peu ça que j'avais pour vous. En terminant, je vais vous parler de mon petit truc du vendredi. Si vous me suivez sur LinkedIn, ce que je vous invite à faire tous les vendredis, quelque part entre 8h le matin puis 2h30, 3h l'après-midi, je fais un post. J'ai créé mon hashtag qui est hashtag petit truc du vendredi, où est-ce que je partage des choses que je fais moi-même pour m'aider, pour des choses que j'utilise, des trucs. Je suis un gars très tourné vers les outils, donc c'est ce que je mets en place. La semaine dernière, ce dont j'ai parlé, c'est comment changer votre URL sur LinkedIn. Donc, c'est quand même assez facile, mais plutôt que d'avoir, mettons, Simon Harvey dash 829A4B72, ce qui est un petit peu dur à se rappeler, ben, c'est possible de le changer. Par exemple, moi, le mien, je l'ai changé. Donc, rapidement, je rencontre quelqu'un, je peux dire, ben, si tu veux te connecter avec moi, c'est linkedin.com/IN Simon Harvey QC. Parce que ça semble rien, mais c'est un nom relativement populaire, pas tant au Québec, mais c'est quand même au niveau US, puis en fait, britannique, c'est un nom qui est très populaire, donc je ne pouvais pas prendre juste Simon Harvey, j'avais pas cette chance-là. Mais c'est ça, donc je vous invite à aller relire mon post si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça peut faciliter vos trucs. J'aimerais aussi vous amener un genre de petit objectif pour la semaine. Si on se mettait un défi à la gang, je vous ai déjà parlé de mes actions de développement des affaires, donc faire une petite action à tous les jours. Si on regarde ça, dans le fond, si vous faites, mettons qu'on considère que vous avez 46, vous avez travaillé 46 semaines par année, que vous faites 10 actions de développement des affaires par semaine, c'est 460 actions. Là, à partir de là, c'est à vous de compter combien vous... c'est quoi votre taux de closing, votre taux de conversion, mais faites les calculs, ça peut vous amener puis selon votre deal moyen, ça peut vous amener des résultats hyper intéressants. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on pourrait se faire à la gang. Puis moi, je considère des actions de développement des affaires, ça peut être un courriel, un appel, une vidéo, des rencontres, un post, des activités de réseautage. En autant que vous faites quelque chose pour améliorer votre business, on considère que c'est une activité de développement des affaires. Donc, si on se disait qu'on en fait 10 pour la prochaine semaine, là, peut-être que vous allez dire « Oh oui, OK, non, c'est beaucoup. » Et les chances sont que vous allez attendre vendredi après-midi parce que vous êtes occupé, parce qu'il y a d'autres choses à faire, parce qu'on trouve tout le temps un paquet de raisons. Puis le vendredi après-midi, 2h, vous allez dire « Fuck, j'avais à faire mes développements des affaires pour lundi matin parce que j'ai le meeting des ventes avec Simon. Ils ne sont pas faits. Je me garoche un peu partout. » Puis ça donne absolument rien. Fait que là, si je vous disais, on en fait 2 par jour. Ah, c'est déjà pas mal moins. Je peux répartir ça dans mon temps. Ça me semble, c'est moins une grosse bouchée. On dit souvent, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ben, c'est la même chose avec des objectifs. On met ça plus petit. Fait que là, je vous ai dit, on en fait 2 par jour. Là, je pense que pas mal tout le monde qui écoute va se dire, OK, c'est faisable de faire ça 2 par jour. Puis là, moi, je vais vous simplifier ça. Je vais remettre ça encore plus facile. On en fait un le matin, un l'après-midi. OK?
c'est à vous de mettre votre déclencheur, c'est à vous de mettre, parce que c'est important, il faut le mettre, on dit on le fait, mais il faut mettre en place un déclencheur, quelque chose qui va nous rappeler qu'il faut qu'on le fasse. Ça peut être une alerte dans votre calendrier, ça peut être quelque chose que vous faites à tous les jours. Par exemple, quand je m'assois à mon bureau le matin, première chose que je fais, j'envoie un courriel à un client. Ça peut être quand je reviens de ma pause en après-midi. C'est à vous de le trouver, c'est à vous de le définir, mais mettez-vous un déclencheur. Et je vous garantis que vous allez le mettre en place rapidement. Donc, faites une activité de développement des affaires le matin, une activité de développement des affaires l'après-midi, 5 jours par semaine, 46 semaines par année. Vous allez vous rendre à 460 activités de développement des affaires par année. Puis là, selon votre taux de conversion, mettons que c'est 10, ça amène que vous allez avoir été chercher 46 clients à 2000 $ de deal moyen. C'est 92 000 que vous venez d'aller faire parce que vous avez mis en place ce petit objectif-là. Voyez-vous que les petits objectifs, les petites choses sont assez faciles. Vous voulez aller chercher 100 000 de plus dans l'année prochaine. Vous allez me dire, Simon, c'est du stock 100 000, là. Comment je vais faire ça? Puis là, ça semble bien, bien gros. Fait que, si on le ramène par mois, là, c'est 8 326 $ par mois. Ah, OK, c'est déjà moins pire. Fait que là, si je vous dis, si je dis à Kevin, c'est 8 000, ils vont me dire, ouais, c'est du stock. Kevin, c'est 1 923 $ par semaine de plus qu'il faut que tu ailles chercher. OK, la bouchée est déjà moins grosse. C'est 384 $ par jour. Ah, OK, c'est pas si pire. Fait que, on va dire, tu vends 400 $ de plus par jour, puis tu vas atteindre ton 100 000 de plus en bout de l'année. Puis là, je vais vous mettre ça encore plus facile. C'est 192 $ le matin et 192 $ l'après-midi. Là, je peux aller par minute, David, on est rendu, parce que là, j'ai David Quentin qui me dit par minute. Écoute, on pourrait le compter par seconde. Puis il y a des business où ça fait du sens. Si tu es en ligne et que tu es en Amazon, probablement qu'ils comptent les ventes à la seconde. Je pense pas qu'il y a beaucoup de monde ici qui est rendu là, mais c'est quelque chose qui peut être fait. Donc, on est rendu à la fin du show. Aujourd'hui, ce qu'on a parlé, on a parlé de KPI, on a parlé de rapport, on a parlé de données. Je serais curieux quand même de vous entendre, voir si ça vous a intéressé, si c'est le genre de formule, parce que je suis un peu en réflexion sur la formule du show. Comme j'avais expliqué, je voulais que ce soit un live avec prendre vos questions. Les questions arrivent un petit peu moins vite, donc je me suis dit, je vais partager de mes connaissances de cette façon-là. Au courant de l'avant-midi, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, vos commentaires, ce que je n'ai pas eu le temps de faire là, pendant le live. La meilleure façon de me contacter, c'est par LinkedIn. C'est là que je suis le plus présent. Donc, je vous l'ai dit tantôt, linkedin.com/IN/Simon Harvey QC ou connectez-vous directement par l'événement LinkedIn. Je vous demanderai, par contre, si vous le faites, de faire mettez-moi un petit message pour me dire que vous m'avez entendu sur le live et que c'est pour ça que vous vous connectez. J'aime tout le temps avoir un message personnalisé. D'ailleurs, vous devriez le faire tout le temps. Tout le temps. Les spécialistes de LinkedIn que sont David, Mathieu, David Godreau, Amar Khan, vous direz tous la même chose. Il faut faire ça. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, c'est via mon Calendly, la meilleure façon. Donc, calendly.com/Nomisco. Comme je l'ai dit en début de show, si vous avez des questions, des commentaires, des injures, des insultes ou des suggestions, des idées de sujets, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Et je vous souhaite une belle semaine. On se parle lundi prochain. D'ici là, je vais remettre ma tempête de neige. Je vous souhaite une belle tempête de neige. Allez vous amuser, allez pelleter. Attendez pas trop parce qu'il annonce de la pluie, fait qu'elle va être pesante. Et moi, je vous reparle de ski la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Bye.